Et en fait, aujourd'hui, on voit que les associations, elles passent à côté du numérique parce qu'elles rencontrent 3 freins principaux, des freins de culture digitale, mais aussi des freins en termes de ressources financières et de ressources humaines. Et pourtant, notre conviction, c'est qu'avec de meilleurs outils, elle pourrait probablement aider plus de monde, plus efficacement et à moindre coût. Et donc, c'est pour ça qu'on existe. On construit des solutions digitales gratuitement. On essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus responsables possible. Et le but, c'est que les assos puissent démultiplier leur impact. Et ça, c'est possible avec une 40aine de personnes absolument formidables qui travaillent sur le projet. On a 1 tiers d'équipes salariées et 2 tiers d'équipes en mécénat de compétences à temps plein et sur des longues périodes. Et donc, depuis 2018, on a accompagné un peu plus de 100 projets, dont Ma Petite Planète. On a travaillé ensemble pour développer la première version, le prototype de la version scolaire que vous connaissez peut-être. Et donc, aujourd'hui, on a 2 jambes, celle que je viens de vous expliquer, on fait, et une deuxième qui est de réfléchir plutôt à un impact plus systémique. Et donc, on commence à faire du plaidoyer, des coalitions, pour que justement toutes les assos qui en ont besoin puissent avoir accès à de la tech et donc fédérer des acteurs institutionnels, fédérer des fondations, fédérer des acteurs tech pour faire en sorte qu'il y ait plus de financement au service d'une transition plus juste et plus durable pour les assos. Et si tu veux, je te laisse la main, Frédéric. Mets ton micro, Frédéric. Vas-y. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc de mon côté, donc Frédéric Bordage, je représente l'écosystème Green IT que j'ai créé qui est né il y a 21 ans en 2004. Donc on a une association loi 1901 connue d'intérêt général qui porte notre plaidoyer et qui éclaire la société civile sur les impacts environnementaux du numérique et comment les réduire, puisque notre ADN, c'est la quantification. On fait partie des experts mondiaux de la quantification et de la réduction des impacts environnementaux du numérique. On est aussi un collectif d'experts qui forment et assure des prestations. Et on a tout un tas d'autres entités. Donc aujourd'hui, je représente finalement l'association. Et notamment sur ce sujet de l'IA, on a publié 2 études publiques, ouvertes et transparentes que je présenterai tout à l'heure, sur laquelle je vais m'appuyer pour décrire un petit peu quels sont les impacts environnementaux de l'IA et du numérique. Et par ailleurs, j'ai une autre casquette qui n'est pas celle que je porte ce matin, mais je suis aussi cofondateur d'une startup qui s'appelle Resilio, qui quantifie et réduit des impacts environnementaux. Et donc, je passe le micro à Baptiste. Merci. Bonjour à tous. Merci à Petite Planète avec Christian d'organiser ce webinaire. C'est très chouette et ravi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à ça. Et ravi d'intervenir auprès de Frédéric et Marie. J'espère qu'on va dire des choses intéressantes. Écoutez, moi je suis un serial entrepreneur et un investisseur à impact. J'ai très rapidement monté des boîtes dans la tech et par la suite un fonds d'investissement qui va accompagner et investir dans des PME en croissance qui adressent des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, je suis General Manager de Matters. Nous, on a un studio tech, produits et IA. Concrètement, on accompagne des entreprises de manière opérationnelle à concevoir et développer des produits numériques, web ou mobiles. On est composé d'environ 50 personnes avec des product builders, des product managers, des développeurs, des product designers, bref. C'est des équipes habituées à travailler ensemble, qui ont lancé plusieurs dizaines de produits. Et on a donc une approche très opérationnelle. Donc, on ne vend pas des slides. On est des doers, des faiseurs. Et donc, on accompagne les entreprises depuis leurs enjeux de positionnement stratégique jusqu'à leur traduction d'un point de vue technologique et digital que nous réalisons. Donc, on ne se limite pas à conseiller, mais on fait ce qu'on a conseillé de faire. Et ceci, bien évidemment, main dans la main avec les entreprises qu'on accompagne. Donc, c'est de la co-construction en termes de philosophie de travail que l'on a. Et puis, pour finir, peut-être, on existe depuis aujourd'hui 18 ans. Donc, on est majeur. Et ce qui a l'avantage pour nous aussi d'avoir expérimenté énormément de secteurs économiques dans lesquels on a travaillé et donc d'avoir aussi des réflexes métiers qui permettent d'augmenter la valeur de produits qui sont créés. Voilà. Merci Baptiste, Frédéric et Marie. Nous, on est ravis du coup à Ma Planète de vous avoir en tant qu'intervenant pendant ce webinaire, notamment parce que vous allez avoir des angles complémentaires. Et donc, on pense que ça peut intéresser du monde, que ça pouvait intéresser du monde, et visiblement, ça l'est. Donc, moi, je me présente rapidement. Christian, moi, je suis un des 3 cofondateurs de Ma Petite Planète. Pour
pour ceux qui ne connaissent pas, on propose un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage. Donc, principalement deux cibles, une cible entreprise, collectivité, université. Donc, le challenge fait en sorte de mobiliser un maximum de salariés, je pourrais y revenir aussi tout à l'heure, sur les enjeux environnementaux. Et la mission de l'association, c'est de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète vivante. Donc, on est très tourné passage à l'action et défis à réaliser dans son quotidien et au travail. Et la deuxième cible, c'est la cible scolaire. Donc, Marie en parlait un petit peu tout à l'heure. On a une application scolaire qui a été développée en partenariat avec Shareit. Et donc on a le challenge qui est aussi disponible pour le scolaire. Donc là, c'est gratuit pour le scolaire et c'est de la maternelle au lycée. Et par ailleurs, il y a en ce moment une édition, donc une période de 3 semaines qui se termine lundi. Il y a plein d'enfants qui font des défis en ce moment. Quand je dis plein, c'est 60 000 enfants qui jouent. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire, si vous êtes là aujourd'hui, nous, si vous voyez bien un peu les enjeux auxquels les entreprises font face, il y a des contraintes économiques importantes dans un monde qui est en transformation, notamment avec des enjeux environnementaux qui sont liés au dérèglement climatique, la raréfaction des ressources, l'extinction de la biodiversité. Donc, c'est important d'avoir ce contexte en tête et il y a des entreprises qui recherchent toujours une plus grande efficacité. Et donc, il y a l'IA qui est souvent présentée comme un outil qui va tout révolutionner. En parallèle, on voit quand même qu'il y a des travaux du GIEC, de l'ADEME, de Green IT, du Shift Project, qui nous rappellent que le numérique a déjà un impact, peut faire partie du problème climatique. Donc, il y a 4% actuellement des gaz à effet de serre qui provient du numérique. Mais à côté de ça, on dit aussi que le numérique peut faire partie des solutions si on l'utilise correctement, si on le maîtrise. Et donc là, ça va être tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de savoir un peu comment faire en sorte d'avoir une utilisation responsable de ce numérique. Donc, on va un peu se poser plusieurs questions clés. Quels sont les impacts environnementaux de l'IA? Est-ce que c'est sous-estimé par les entreprises? Est-ce que l'IA peut vraiment être compatible avec une démarche de sobriété? Et concrètement, et c'est aussi ça un peu la patte qu'on a envie d'avoir dans ce webinaire, c'est concrètement comment on peut utiliser l'IA de manière responsable, quelles peuvent être les bonnes pratiques, etc. Alors, on n'aura pas toutes les bonnes réponses. Ce sera certainement un peu à chaque structure de construire comme sa réponse selon ses contraintes, mais on va essayer de donner un maximum de pistes. Et donc, c'est bien ça l'objectif, c'est de nous questionner, nous, à nos postes. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont en RSE, d'autres personnes qui sont à la tech, dans des postes de management, d'innovation. Comment on peut orienter nos choix pour réduire notre impact et créer des usages plus responsables. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. On va commencer par mettre un peu de cadre sur le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, avant de rentrer tout de suite, à les mettre en commentaire dans le chat. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc, on va certainement parler une quarantaine de minutes et on prendra les questions à la fin du webinaire. Et du coup, juste pour mettre un peu de cadre dans le webinaire, on va parler d'IA. Nous, on va essayer de se concentrer plutôt sur l'IA générative parce que c'est celle qui est très utilisée en forte expansion, notamment avec les outils ChatGPT, Gemini, Mistral, AI, etc. Et juste pour bien qu'on commence, Frédéric, est-ce que tu peux nous définir l'IA générative et les différents types d'IA? Oui, alors je vais pas faire la liste exhaustive de tous les types d'IA parce qu'il y en a un grand nombre. Je vais juste en présenter 3, hein, donc je m'excuse déjà auprès des experts de l'IA. Ça va être un peu caricatural, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a grosso modo aujourd'hui, pour la plupart de la centaine de personnes qui assistent à ce webinaire, il y a 3 types d'IA. Il y a un premier type d'IA qui va être une IA prédictive et donc qui est pas celle qu'on va évoquer dans ce webinaire. Ce sont souvent des IA métiers et qui ont finalement peu d'impacts environnementaux du fait de la façon dont elles sont conçues et des
des réponses qu'on attend d'elle. Ensuite, on a effectivement, dans ce qui est perceptible par le commun des mortels, on a deux types d'IA, des IA génératives et des IA agentiques. Les IA génératives, c'est celles que tu as citées, Christian, hein, comme ChatGPT, Claude, Gemini et autres, et elles vont, sur la base d'une question ou d'un prompt, générer du texte, générer des images, générer de la vidéo. Et donc, c'est l'usage le plus courant qu'on a aujourd'hui. Et puis, il y a un deuxième type d'IA un peu généraliste ou grand public qui sont les IA agentiques qui sont en train de se développer, comme par exemple Perplexity, qui là vont se mettre à la place de l'utilisateur et vont réaliser des tâches pour l'utilisateur. Donc, ça peut être par exemple monter un dossier complet je sais pas, sur un séjour touristique pour une famille à la montagne, puisque c'est à peu près la saison. Et elles vont aller interroger plein de sites web et répondre au cahier des charges qu'on leur a fixé. Donc aujourd'hui, on va surtout aborder ces deux types d'IA, IA générative qui génère du texte, de l'image, du son, et les IA agentiques un petit peu, qui sont en train d'arriver et qui vont répondre à d'autres besoins en complémentarité des IA génératives. Voilà, pour faire simple. Merci. Et donc, on voit qu'il y a un énorme engouement pour l'IA, notamment l'IA générative. Il y a une croissance importante des utilisations. Il y a OpenAI qui a sorti des chiffres en disant qu'il y avait 10% de la population adulte mondiale qui utilisait l'IA générative quotidiennement, fréquemment. Mais en voyant ces chiffres qui augmentent de façon exponentielle, on se pose des questions forcément sur l'impact environnemental et social de l'IA. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas simple à estimer. Je pense que tu pourras très bien l'expliquer. Mais comment vous, à Green IT, vous avez évalué cet impact et quel est l'impact de l'IA? Ouais, ok. Donc, je vais vous mettre en lien dans le chat l'étude sur laquelle je m'appuie pour vous citer 2-3 repères. Évidemment, on vous fera un wrap-up complet de toute la discussion qu'on a tous les quatre avec Baptiste, Marie et Christian. Donc, si on avait à résumer en 1 minute les impacts environnementaux de l'IA, voici les chiffres clés. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que entre 2025 et 2030, les impacts environnementaux de l'IA vont être multipliés au minimum par 7. L'IA aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2% de nos impacts numériques, toute notre activité numérique, et de 3% dans ces eaux-là. Et dans 5 ans, ça sera déjà presque un quart, un petit peu moins d'un quart de nos impacts numériques. Donc, il y a une croissance très rapide des impacts. Maintenant, quels sont ces impacts? Quand on fait, donc nous, on a fait une analyse du cycle de vie, qui est la méthode standard pour évaluer les impacts d'un truc. Eh bien, on se rend compte que 31% des impacts, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, mais que 69% des impacts environnementaux et sanitaires de l'IA ne sont pas des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ces 69% restants, on va, en plus des gaz à effet de serre, on va retrouver essentiellement de l'épuisement de ressources abiotiques, donc des métaux et des minéraux, épuisement de ressources fossiles, donc là, du pétrole, du charbon, etc. Et puis, on va retrouver principalement 2 autres impacts qui vont être l'émission de particules fines, qui sont essentiellement liées à la production d'électricité consommée par l'IA, et puis l'eutrophisation, c'est-à-dire l'asphyxie des milieux aquatiques par la prolifération d'algues. Grosso modo, en type d'impact. Pour vous donner maintenant, peut-être pour finir sur vraiment faire court, pour vous donner un repère sur est-ce que c'est beaucoup finalement ces impacts. Quand on regarde les impacts de l'IA sur un indicateur que vous connaissez bien, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, l'IA, c'est autour de 12% du budget annuel soutenable de l'Europe, donc c'est-à-dire de l'Union européenne, c'est-à-dire 450 millions de personnes. Ok. En 2030, ça sera 62% du budget annuel soutenable de l'Europe. Donc, dans 5 ans, l'IA représentera déjà 65% du budget que nous avons, nous, Européens, pour vivre sans dépasser les limites planétaires. Donc, je pense que ça pose bien le problème. C'est évidemment 10 fois trop. Voilà pour décrire très rapidement les impacts.
Et donc après, peut-être finir sur la structure des impacts. On a deux sources principales qui sont la fabrication des serveurs IA, les fameux GPU et tout ce qu'il va y avoir autour. Donc ça, si je fais une loi de Pareto, c'est 20% des impacts. Et vraiment, l'écrasante majorité des impacts environnementaux de l'IA viennent de la consommation électrique des serveurs qui vont à la fois entraîner les modèles et puis après faire ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire répondre aux questions, aux prompts que vous leur envoyez. Voilà pour dresser très rapidement l'overview des impacts. Merci pour le tableau global. D'ailleurs, ça me fait penser, ce qui change un peu en t'écoutant, c'est que sur la partie numérique avant, c'était beaucoup lié aux terminaux et à la fabrication des terminaux, alors que là maintenant, le rapport ça s'inverse. Oui, alors c'est un point important, excusez-moi, j'aurais dû préciser le périmètre de nos études à tous, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait évaluer que l'infrastructure. Donc, dans les informations que je vous donne, c'est uniquement l'infrastructure, c'est-à-dire que la partie des serveurs et tout ce qu'il y a autour hébergés dans les centres informatiques, les fameux data centers. Et aujourd'hui, personne n'a réussi à évaluer la partie réseau et la partie terminaux. Donc, les chiffres que j'ai partagés avec vous sont des chiffres qui sont pas complets et il faudrait rajouter en plus la part des terminaux et la part du réseau. Donc c'est franchement énorme en fait ce qui est en train d'arriver avec l'IA. Merci Christian de m'amener à préciser ça. Quand on voit cet impact qui est quand même important, on se pose un peu la question comment faire en sorte d'utiliser l'IA en respectant les limites planétaires. Est-ce qu'il y a des réglementations qui existent déjà par rapport à ces impacts et si ça existe, est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux sur ce qui existe déjà en termes de réglementation? Ça va être rapide, il n'y en a pas. C'est-à-dire en Europe, on a l'AI Act. Dans certains pays, on a un certain nombre de réglementations associées à l'IA, mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de contraintes en tout cas sur la partie environnement, parce qu'il y a toutes ces problématiques éthiques également. Mais sur la partie environnement, il y a juste aucune contrainte aujourd'hui. On a même levé les contraintes en France avec l'article 15 de la loi de simplification de la vie économique qui permet au gouvernement actuel de déployer 109 milliards d'investissements pour construire 35 méga data centers en France chargés d'héberger l'IA. Bon, techniquement, on n'y arrivera pas parce qu'on n'aura pas assez d'eau. Mais donc voilà, on en est là sur les contraintes réglementaires concrètement en France, en Europe et dans le reste du monde. Il n'y en a pas. Ok, merci. C'est important, je pense, à avoir en tête. Et je n'ai pas précisé, effectivement, et tu fais bien de le rappeler. Là, le cadre, on va surtout parler des contraintes environnementales. En tout cas, mais il y a évidemment plein d'autres enjeux qui sont liés à l'IA. Tu as parlé de l'éthique, des enjeux de souveraineté, etc. Nous, on va se concentrer sur ça. On a moins d'une heure maintenant, donc forcément, on ne peut pas aborder tous les sujets. Marie, une question, on va essayer de rentrer maintenant un peu sur des cas concrets et voir comment on pourrait utiliser l'IA de façon responsable. Du coup, avec Sherit, vous réfléchissez beaucoup à cet usage responsable du numérique depuis longtemps et maintenant de l'utilisation responsable de l'IA. Vous, dans quel cadre vous l'utilisez auprès des associations que vous accompagnez? Merci Christian pour ta question. Peut-être plusieurs éléments de contexte pour ensuite venir sur des exemples concrets. Le premier, c'est que pour nous, la techno, c'est pas un but en soi. Ce qui nous motive chez Sherit, c'est vraiment la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, on sait que la tech, elle va pas répondre aux multiples enjeux du secteur associatif. Pour autant, on pense que ça peut être, dans certains cas, un super accélérateur. Et je pense que vous êtes un très bel exemple de ça. Et donc, la sobriété numérique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle tient principalement dans le fait de ne pas créer des éléments qui sont non essentiels ou qui existent déjà. Je pense que c'est un principe de base, mais qui est important de se le rappeler. Et donc, en fait, nous, quand une asso vient nous voir, ou même pour nous, en fait, on va toujours poser la question du pourquoi. Quel est le problème qu'on veut résoudre? Et enfin, de se dire, est-ce que la tech ou est-ce que l'IA
peut y répondre et si oui, comment. Et donc, on essaie d'avoir un aspect très pragmatique et très frugal par rapport à ces questions-là. Nous, on essaie vraiment d'être l'allié des associations, de ne pas leur faire perdre du temps ou de l'argent. Et donc, parfois, quand elles viennent nous voir avec des problématiques, en fait, on essaye de leur faire prendre le chemin le plus pertinent pour y parvenir et donc de peut-être parfois se dire non, c'est pas un outil digital dont tu as besoin. Je vous donne un exemple tout concret. On a des structures qui viennent nous voir en nous disant qu'elles croulent sous tout un tas de demandes, etc. et qu'elles veulent mettre de l'IA pour faire du tri. Déjà, on leur dit, est-ce que dans vos formulaires, vous avez des critères qui excluent automatiquement certains projets? Est-ce que vous l'expliquez bien? Est-ce que vous avez des FAQ? Enfin, de donner un maximum d'informations pour que les associations elles puissent essayer d'y répondre avant de penser à faire des choses très complexes et très coûteuses, d'être vraiment sur des choses qui soient basiques, d'automatisation, etc. Et ensuite, si on décide d'y aller avec eux, on essaye vraiment de questionner la question des impacts tout au long du cycle de vie, avant, pendant et après son développement. Tu parlais aussi des devices. Typiquement, si un projet vient nous voir en nous disant voilà, on veut créer une nouvelle app pour les travailleurs sociaux, pour accompagner les bénéficiaires, et on va doter tous les travailleurs sociaux de tablettes. C'est des choses qu'on a un petit peu questionnées et vraiment de se dire est-ce que vraiment on a besoin de tablettes ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser des outils qu'elles utilisent déjà. Ensuite, il y a un principe de réalité. Je parlais d'utilité. C'est vrai que quand les petits frères des pauvres viennent nous voir pour optimiser leur distribution alimentaire, quand Solidarité Internationale vient nous voir pour mettre en œuvre des dispositifs d'urgence dans des zones qui sont inaccessibles, comme au Liban ou comme à Gaza, ou alors quand c'est Wikipédia qui vient nous voir pour nous dire en fait, on a besoin de revoir notre outil de modération parce qu'il y a des biais ou parce qu'on a de la désinformation, déjà, cette première question sur l'utilité, elle est plutôt assez vite répondue. Et ensuite, il y a une énorme contrainte pour les assos, c'est l'argent. C'est ce que j'expliquais un petit peu au début. En fait, les assos, elles n'ont pas les moyens de développer des solutions digitales. On sait que c'est coûteux à développer et à maintenir. Et donc, ça reste quand même un énorme avantage. Et donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des phases de cadrage qui sont assez longues pour vraiment mettre le doigt sur le problème à résoudre et trouver les solutions les plus frugales pour y répondre, mais aussi les maintenir dans le temps. Et donc, nous, très concrètement, on fait deux choses. La première, c'est qu'on a développé un programme de sensibilisation. En fait, quand l'IA générative, donc les chats GPT, etc., sont arrivés il y a à peu près 3 ans, on s'y est intéressé. Et donc, on a constitué un groupe d'experts. On a voulu comprendre et surtout trouver des cas d'usage potentiels parce que on nous vend beaucoup de cas d'usage absolument merveilleux avec l'IA et qu'on a des exemples, on peut parfois être un peu déçu. Vous devez connaître la courbe de Gartner sur la hype de l'IA où au début, on pense que ça va résoudre tous nos problèmes, etc. Puis on tombe en bas, on se dit que mon Dieu, en fait, c'est pas du tout utile. Et puis, on arrive enfin sur un plateau où en fait on fait la part entre la réalité et le côté mystique et on voit qu'est-ce que ça peut réellement apporter. Et donc l'idée c'était vraiment de se dire comment on ne fait pas perdre de temps au secteur associatif, comment on leur prémâche des infos sur des problématiques très concrètes de comment est-ce que j'arrive à boucler mon budget et en fait mes demandes de subventions sont toujours les mêmes, comment est-ce que je peux automatiser ma communication, etc. Et je pourrais revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc, on s'est appuyé d'experts. On a fait ce groupe-là avec Augustin de Latitude, Théo de Data for Good, Paul Duane de Base Impact. On a eu des mentors aussi, Virginie Gret, Cédric Célin. On s'est aussi beaucoup appuyé, notamment sur toutes les questions de responsabilité sur tout le travail que tu fais, Frédéric Bordage, avec Green IT. Donc, on s'est évidemment formé, beaucoup basé sur ces apprentissages-là. Et c'est de là qu'est né ce programme-là, IA for Good. Je pourrais vous partager le lien, où en fait, on forme les acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'IA générative et surtout à en faire un usage conscient et raisonné. En fait, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'au départ, on a eu un rôle plutôt de défricheur. Et en fait, au bout d'1 an, quand on a vu tous les impacts que soulevait l'intelligence artificielle, on est en train d'opérer un switch plutôt sur l'impact environnemental, les impacts sociaux aussi. Et donc, on essaye vraiment de prendre tout ça en compte. On voit que les assos font face à plein de barrières sur la tech, mais sur l'IA, c'est encore plus vrai. Et pour autant, on a un vrai engouement. On en parlait au tout début du webinaire, mais pour vous donner un exemple, on fait des webinaires sur la cybersécurité, qui est hyper importante. On a peut-être 30 participants. Quand on le fait sur l'intelligence artificielle, on a 400 participants. Et donc, on voit que les associations ont vraiment envie de se saisir de ces sujets. Peut-être le dernier point pour répondre à cette question, c'est que nous, on a fait un choix qui est de ne pas faire d'appel à projet. En fait, notre principe, il reste tout le temps le même. Quel problème on veut résoudre et ensuite, quelle est la meilleure tech pour y répondre.
Parfois, c'est du machine learning, parfois, c'est de l'IA générative, parfois, c'est de la tech classique. Et donc, on n'a pas voulu être dans cette course à l'IA et parce que quelqu'un voyait le mot IA, du coup, répondre et peut-être être à côté de ses besoins. Et donc là, très concrètement, donc, on a plutôt une forme organique, c'est-à-dire que c'est des projets avec qui on a déjà travaillé ou qui nous connaissent, qui viennent nous voir, avec qui on échange beaucoup. Et donc, par exemple, en ce moment, on travaille avec Ecoluma, qui accompagne les professeurs pour avoir des contenus de qualité et pour améliorer la qualité de l'éducation auprès des élèves. Donc, ils ont développé une première version grâce à de l'intelligence artificielle, donc grâce à l'IA générative, pour que les professeurs puissent adapter leur contenu à tous les élèves à besoins particuliers. Je vous donne un exemple. Je pense que vous voyez bien tous, vous êtes peut-être certains parents dans la salle. Mais en fait, quand on est professeur, d'adapter les exercices à un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, peut-être autiste, ça demande énormément de travail de préparation. Et donc, ils ont créé une première version d'un outil pour justement traduire un exercice à différents types de handicap. Et donc, voilà, ça, c'est un des sujets sur lesquels on va travailler, essayer d'améliorer la première version qu'ils ont consolidée. Bien, merci Marie pour les exemples. Peut-être qu'on pourra en revenir si tu en as d'autres pour voir un peu comment vous les accompagnez et comment vous choisissez ou pas l'IA. Donc, de ce que je comprends, il y a aussi toute une partie sur l'impact du projet en lui-même. Baptiste, vous, chez Matters, vous accompagnez, vous développez des solutions tech pour vos clients sur des projets impact également. Concrètement, comment vous y prenez? C'est quoi votre approche dans ces situations? Est-ce que tu pourras, une fois que tu nous auras un peu expliqué votre méthodo, nous donner un retour d'expérience ou des exemples d'utilisation de l'IA que vous avez eu récemment? Ouais, écoute, nous, ça fait dans le contexte actuel, ça fait bientôt 3 ans qu'on est régulièrement sollicité par les entreprises pour identifier la manière dont l'IA peut permettre d'améliorer leurs services et donc, in fine, leur impact. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, ça donne un pouvoir d'action sans précédent, hein. On peut créer des outils en seulement quelques jours, alors qu'avant, il fallait quelques mois. Et donc, cette accélération, elle pose une question fondamentale, et ça a un peu été dit entre les lignes avant, c'est est-ce qu'on est en train de construire les solutions pour le monde de demain ou aggraver ceux d'aujourd'hui? Donc voilà, vous avez 2 heures. C'est un problème un peu métaphysique, philosophique, qu'on va cantonner à la partie business, mais qu'il faut garder en tête parce que ces choix-là au niveau business vont forcément avoir des impacts sur ce que je viens de dire auparavant. Mais tout d'abord, nous, je compare ça, moi, par rapport à la précédente vague d'innovation qu'on a pu voir aux alentours des années 2010, avec le cloud, le SaaS, les plateformes, etc., qui vont faire un bon parallèle avec ce que l'IA amène aujourd'hui en termes de conséquences sur les méthodos, notamment, où finalement, la précédente vague d'innovation sur la partie SaaS, pour résumer vulgairement, sur les 10-15 dernières années, tous les outils qui ont été créés, il y avait 2 focus spécifiques. Le premier, c'est qu'il fallait faire un seul produit qui fonctionnait pour tout le monde. Donc, vous aviez votre Dropbox, votre Microsoft Office, c'est un seul produit pour tout le monde. Et le deuxième, c'est que c'est des produits qui réagissent de manière prédictible. C'est-à-dire que quand vous utilisez un produit, quand vous cliquez sur un bouton, on sait ce qui va se passer pour l'utilisateur, pour le bénéficiaire. Et puis derrière, en termes de call API et on sait exactement ce qui va se passer. L'IA, là-dessus, a engendré des vrais différenciants qui impactent la méthodo, qui fait que tout d'abord, ce sont des produits spécifiques. C'est-à-dire que c'est des produits qui vont être dédiés à l'utilisation d'une entreprise avec son jeu de données, son environnement spécifique. Donc, on n'est plus désolé pour l'anglais, one fits all, mais on est plutôt dans les choses vraiment très spécifiques. Et le deuxième, on n'est plus dans la prédictibilité. On est sur des produits qui sont plutôt, qui se comportent de manière beaucoup moins prévisible, notamment parce que c'est complexe d'appréhender comment l'utilisateur va les utiliser. Et pour uniquement être plus concret là-dessus, quand vous utilisez un chat GPT, Mistral ou ce que vous voulez, la manière dont vous allez rédiger votre prompt va vous donner des réponses différentes. Donc, dans tout ça, ces 2 choses font qu'effectivement, en termes de méthodologie, ça implique pas mal d'aspects un peu différents. Et donc voilà. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Marie, il y a une chose qui change pas de toute manière, c'est que IA ou pas, ou autre techno, à chaque fois, nous on se pose la question de est-ce que ça sert la finalité du produit? Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur qui est apportée? Donc, on revient finalement à du bon sens paysan, hein, si je peux l'exprimer ainsi, et je dis ça avec c'est très très important, c'est à chaque fois est-ce que ça sert vraiment la cause, et c'est un peu comme dans l'environnement, dans les déchets, quoi. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Et bon, dans les produits qui ont des fonctionnalités, la meilleure fonctionnalité, c'est celle qu'on ne crée pas. Et donc, en amont,
comment on essaie d'identifier ces choses-là. Donc, c'est finalement des choses pas tech qui vous permettent de définir quel est le minimum de tech à développer pour atteindre notre objectif. Et puis enfin, dans le dernier aspect, nous, des parcours, qu'on accompagne les entreprises là-dessus, c'est à chaque fois, c'est tenter d'être capable de dessiner les contours des externalités du produit. Alors, c'est pas évident, mais c'est important quand même de le flaguer dès le début. Et même si on n'est pas capable, dès le premier jour, de pouvoir adresser ces enjeux, c'est de les avoir en tête et au fur et à mesure qu'on va passer à l'échelle de son produit, de pouvoir tenter de les adresser. Parce que, comme l'a très bien expliqué Christian, en termes de consommation d'énergie, de ressources, d'eau, etc., on est quand même dans un monde contraint. Donc, c'est nécessaire d'avoir ces postures aussi sur ces externalités. Et le dernier point que tu as mentionné, Christian, en intro, pour lequel on ne va pas s'épancher, mais qui est important, donc je refais une boucle, c'est sur les notions de souveraineté et donc le choix des produits et de leur origine que vous utilisez est aujourd'hui plus qu'hier extrêmement important. Donc pour résumer, en tout cas moi comment je vois ça, on est sur une nouvelle vague d'innovation qui est intellectuellement très riche et très excitante, et je pense qu'il faut l'embrasser. Il faut surtout pas se mettre de côté par rapport à ça, parce que d'autres le feront pour nous, et il vaut mieux être acteur que de subir cette vague. Ça a des implications sur la méthodologie de conception et de déploiement, comme j'ai pu expliquer, parce que cette nouvelle vague de technologie implique différents formats de construction de ces produits. Mais oui, in fine, et je finirai là-dessus, le bon sens paysan et de rigueur, parce qu'il faut toujours avoir en tête quelle est la valeur que mon produit va apporter aux bénéficiaires. Ça va avoir, dans le cas d'une asso ou d'une entreprise, des conséquences importantes sur la pérennité en tant que telle, par rapport au modèle économique associé, mais également par rapport à la consommation énergétique ou d'autres ressources impliquées dans le processus. Merci Baptiste. Frédéric, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais juste compléter, mais vraiment en 10 secondes. Nous, ce qu'on met en place pour guider les entreprises dans un choix raisonnable, une utilisation raisonnable, de l'IA, c'est des ACV avant-après. Et aussi, l'ACV est un outil prédictif et qui permet donc de voir si, par rapport à une solution sans IA, la solution avec IA, au final, va avoir moins d'impact, quoi, concrètement. Et donc ça, on est capable aujourd'hui, avec une ACV comparative, multicritère, la méthode standard au niveau mondial, européen et français, on est capable en fait de voir si l'IA apporte un bénéfice ou pas, de façon objective et rationnelle. Et donc ça permet de compléter les approches qui ont été présentées par Marie et Baptiste avec un regard vraiment scientifique, objectif, rationnel, quantifié. Voilà. Et je pense que c'est important assez rapidement de pouvoir objectiver finalement toutes les démarches de Marie et de Baptiste par un calcul objectif et rationnel, et de pouvoir démontrer que l'IA apporte quelque chose, apporte des gains environnementaux ou les augmente en fait. Voilà. Merci pour le partage, pour la méthode. Baptiste, est-ce que tu as des exemples d'utilisation de l'IA ou pas, du coup, sur des projets que vous avez pu mener? Ben, malheureusement, non, j'en ai pas. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ce que dit Frédéric, c'est vrai que je parlais de posture. Et c'est vrai qu'il y a des outils qui permettent d'objectiver. C'est vrai qu'objectiver, c'est important. C'est pas tout le temps évident. Nous, quand on est dans des phases d'innovation, que ce soit on accompagne beaucoup de scale-up, beaucoup de grands groupes, beaucoup de PME. Il y a quand même une phase où on doit être en lâcher prise, parce que mais c'est pour dire que la posture est importante, et dès qu'elle se resserre, effectivement, avoir des outils qui permettent d'orienter la réflexion, c'est assez clé. Donc, je suis 100% d'accord avec Frédéric. Et non, je vais essayer de citer, moi, trois exemples qui n'ont rien à voir, mais pour donner un peu une idée d'IA for Good, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. La Tech for Good, c'est l'IA for Good. Nous, il y a un acteur de la food qui va avoir des enjeux sur, on va dire, la santé au sens large, qui, à partir d'une photo, d'une carte de restaurant, va pouvoir identifier les ingrédients qui composent les menus et pouvoir calculer le Nutri-Score.
Et donc là, donc voilà, c'est très bien, ça fait ça. Là, typiquement, on est dans une phase où effectivement, en termes de go-to-market, on est encore dans une phase exploratoire. Donc on a pas mal d'hypothèses sur les bénéfices pour des restaurateurs, pour mettre en avant des pratiques de recherche de fournisseurs bio, locaux, etc. Et comment ça va se traduire après dans les actes d'achat, enfin de décision d'achat des consommateurs, mais également des enjeux sur la santé par rapport à certaines personnes qui peuvent avoir des allergies ou des contraintes de régime alimentaire. Et tout ça, là-dessus, on va avoir un gain de temps versus le faire à la mano, etc. Voilà. Et on voit bien, enfin, en tout cas, on peut percevoir ici le gain d'avoir une IA ou en tout cas une technologie qui permet très rapidement d'avoir de l'information. D'un point de vue opérationnel, d'un point de vue modèle économique, on est encore dans des phases exploratoires pour trouver c'est comment on va distribuer ça, quelle va être la vraie valeur, et c'est quoi le seul ou les deux seuls cas d'usage sur lesquels on va se focus parce qu'on peut pas tout adresser. Voilà. Mais pour vous donner un peu un exemple de tech et qui est dans un état encore de maturité là-dessus sur la partie plus business, je dirais, mais qui est très importante. Un autre exemple sur la partie dans l'univers du social. Je vais le citer parce que Marie, il travaille avec Marie aussi, mais pour moi, il y a Base Impact qui développe Case AI, pour moi qui est une solution d'IA qui va augmenter les travailleurs sociaux. Là, typiquement, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des travailleurs sociaux, on est sur donc on accompagne des personnes en difficulté, voire dans un système des fois absolu. Et là, on a une IA qui va permettre vraiment de les augmenter et de pouvoir les aider à prioriser un peu ces personnes, et de pouvoir les aider à leur donner beaucoup plus de conseils qui va être très personnalisés. C'est-à-dire, comme je le disais avant, par rapport aux produits SaaS, là, toute la force de l'IA, c'est de dire une personne qui, je sais pas, est en détresse absolue par rapport là où elle se situe, d'un point de vue géographique, son contexte spécifique, on va pouvoir lui pousser des informations en local en disant tu vas pouvoir aller contacter tel guichet qui se trouve tout près de chez toi, qui va te donner ses clés et mettre en place tout un panel de dispositifs qui vont lui permettre d'avancer et de sortir de cette situation de crise. Et franchement, ça, c'est vraiment un des rares exemples d'IA pour moi qui va toucher l'humain. Alors nous, c'est vrai qu'on a pris l'angle environnemental dans nos enjeux, et on a besoin de prendre un angle environnemental, mais là, typiquement, c'est des choses, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc, ce que va consommer l'IA versus ce que ça va apporter aux bénéficiaires, c'est vraiment pas comparable, mais par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire on est sur les travailleurs sociaux qui finalement sont très très peu outillés, qui vont faire de la transmission d'un point de vue oral, mais qui est surtout écrite, avec des informations qui sont éparpillées partout. Là, on voit très très bien la valeur que ça apporte. Et c'est un super exemple. Et le dernier, qui est peut-être un peu plus complexe et qui est un des projets sur lesquels on travaille actuellement, qui est sur le fait de faire un bâtiment intelligent avec un objectif de réduction de la consommation d'énergie. Donc, c'est des bâtiments qui fonctionnent sous domotique, donc avec tout est automatisé, on va dire, avec un système qui va permettre d'allier le confort pour l'utilisateur, pour l'habitant, avec une réduction de la consommation, et avec un système qui va faire de la prédiction des données météorologiques, avec du machine learning pour améliorer l'apprentissage des modèles, des algorithmes d'optimisation du confort thermique, un pilotage et une prédiction des consommations énergétiques. Grosso modo, on est dans un système où il y a beaucoup de données, beaucoup de sources de données, des sources de données qui sont hétérogènes et où on va dire, en les branchant avec les systèmes domotiques d'un bâtiment, vont permettre d'optimiser la consommation énergétique, et avec un objectif, c'est une réduction de 20% des consommations en hiver et de quasiment, on tend vers 70% en été. Et donc, pour le dire très concrètement, quand en été on va avoir beaucoup de soleil, on va avoir les volets qui vont se baisser automatiquement pour justement garder de la fraîcheur. En hiver, c'est à l'inverse, on va ouvrir un peu tout ça pour capter la luminosité, avec les capteurs un peu de chaleur qui vont permettre aussi de pouvoir optimiser à ce moment-là et par rapport aux heures creuses, heures pleines et au temps de nuit et au temps de jour, à quel moment on consomme l'énergie au meilleur moment et au meilleur endroit, et donc in fine, réduire l'impact également environnemental. Donc, je dirais toute la force de l'IA, et que ce soit pour le cas de travailleur social, si je reste sur ces deux exemples, ou de ce bâtiment intelligent, il est vraiment très puissant, très intéressant quand on est dans un système où il y a énormément de complexité, avec beaucoup de sources de données hétérogènes, et c'est clair que ça va vraiment pouvoir apporter quelque chose vraiment d'intéressant. Mais encore une fois, là, j'ai donné des sujets faciles parce que c'est des sujets dont la mission en tant que telle est d'apporter une valeur positive.
faut pas oublier que dans le reste de l'économie, on développe des features d'IA qui n'ont pas spécialement ces bénéfices-là. Mais voilà, c'est pour mettre en avant que l'IA a aussi, et c'est important, des bénéfices positifs majeurs, que ce soit environnemental ou sociétal. Merci Baptiste. Je propose qu'on avance et qu'on passe à une partie où on va se poser un peu la question, et j'imagine qu'il y en a pas mal qui doivent se la poser un peu dans l'audience. Comment concrètement une entreprise peut s'y mettre, d'avoir une utilisation responsable de l'IA? Par quoi on peut débuter? Quelles sont vos recommandations? Marie, si tu veux peut-être commencer. Vous avez pas mal de recommandations que vous faites du coup aux structures que vous accompagnez, des boîtes à outils, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour un peu la question qui sera commune pour vous trois? Concrètement, comment on s'y met, comment on arrive à embarquer les différents interlocuteurs qu'on peut avoir au sein d'une entreprise pour avoir une utilisation plus responsable de l'IA? Yes, je veux bien juste rebondir rapidement avant sur ce que tu partageais, Baptiste, parce que je partage un peu ce même constat. Je pense qu'il existe plein d'outils qui sont capables de mesurer l'impact écologique. Vous en citez beaucoup, Frédéric, mais il y a aussi des outils comme Ecologix, par exemple. Et c'est vrai que nous, ça, c'est quand même un vrai challenge chez Charit de se dire quels sont les garde-fous qu'on arrive à mettre en œuvre là-dessus. Et peut-être juste avant de rentrer peut-être dans des sujets de charte ou autre, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que l'IA, s'il y a un des avantages de l'IA, il remet sur le devant de la scène en fait des sujets qui étaient parfois passés au second plan avec le numérique dit classique, qui sont les sujets de sobriété, les sujets d'accessibilité, de souveraineté ou encore de diversité. Et donc l'IA, ça nous oblige à nous reposer des questions un peu essentielles. Et du coup, pour vous donner, quelques exemples aussi. Nous, on essaye vraiment de repartir en fait de questions hyper concrètes et hyper pragmatiques. Bien sûr qu'on peut essayer de monter des chartes et des choses un petit peu complexes, mais ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, Baptiste. Mais nous, très concrètement, on est dans un secteur où le temps et l'argent manquent. Et une de nos valeurs essentielles, c'est le pragmatisme. Et donc, en fait, les questions qu'on se pose, c'est OK, est-ce que ça vaut le coup de faire gagner une journée par semaine à un fundraiser pour qu'il aille finaliser le budget de son association? Est-ce que ça vaut le coup, ce que tu disais, Baptiste, que des travailleurs sociaux puissent mieux accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi à retrouver un job? Des exemples, on en voit plein dans le milieu associatif qui utilisent l'IA. Wikipédia, je le disais, pour détecter les biais, mais il y a par exemple e-enfance qui lutte aussi contre le harcèlement et les violences numériques. Et donc, je pense que c'est des questions très concrètes. Honnêtement, c'est des équations pour moi qui sont très complexes, de réussir à se dire est-ce que ça vaut le coup d'aller développer un service et à côté potentiellement d'avoir une empreinte environnementale qui est extrêmement importante. Et je pense qu'il faut essayer de regarder les choses vraiment dans leur globalité. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui sortent, mais un des chiffres qui sort, c'est qu'en fait, on est en train d'utiliser 11 planètes alors qu'on n'en a qu'une. Est-ce qu'on s'imaginerait faire la même chose avec notre budget? Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on ne le fait pas et qu'on ne dépense pas 11 fois le budget qu'on a, c'est tout simplement parce qu'on va être interdit bancaire et qu'on n'aura juste plus la possibilité d'intervenir. Et en fait, aujourd'hui, cette possibilité, elle n'existe pas avec l'IA. En fait, on peut se retrouver dans une situation où on va consommer sans forcément avoir derrière de contraintes liées à ça. Et donc, pour revenir sur ta question, Christian, nous, honnêtement, on est hyper impactés parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet et nos partenaires le sont aussi. Et donc, on est vraiment loin d'être parfait. Moi, un des premiers conseils que je donne déjà, c'est d'en parler dans les équipes parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper clivant. Et donc, il y a plein d'outils qui existent. Il y a Latitude qui a développé la bataille de l'IA qui permet avec un jeu de cartes, en fait, d'aborder ces questions-là d'un point de vue environnemental, mais pas que, et de définir, en fait, ensemble ce qui est acceptable ou non. Et ensuite, nous, on a envie de remettre en place un comité éthique et une gouvernance par rapport à ces sujets. Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que on sait que plein de grandes boîtes ont des comités éthiques et des comités de gouvernance et des chartes et ça les empêche pas d'aller au-delà de ces limites. Et nous, c'est vrai qu'on a mis en place certaines grilles qui sont vraiment très simples, qui vont vraiment aller regarder, OK, cette fonctionnalité, quelle valeur elle va apporter. Et je pense que les questions qu'on se pose pour l'associatif, honnêtement, elles sont assez réplicables au monde business. Enfin, moi, je travaillais chez Sarenza avant. Donc, je viens de ce monde-là. Donc, je vois bien les questions et les contraintes qu'on a et ces injonctions à aller toujours plus vite. Mais c'est vraiment des choses très basiques. Et Baptiste, je pense que tu donnais pas mal d'exemples, mais de se dire, OK, en fait,
qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur? Est-ce qu'on est, et de définir des catégories, est-ce que c'est vraiment une fonctionnalité qui est game changing? Est-ce que c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de changer d'échelle? Est-ce que c'est plutôt assez niche, mais pour autant, c'est hyper important parce que ça couvre quelque chose qui n'est pas couvert aujourd'hui? Et ensuite, quand on va déployer la solution, de se dire, OK, cette solution, sur quel principe est-ce qu'elle repose? Est-ce que c'est des principes open source? Est-ce que c'est des principes du monde du libre? Est-ce que cette solution, elle est maintenable? Si oui, avec quel effort? Et je pense que vraiment, la grosse différence à prendre en compte avec l'IA, c'est que en fait, l'IA nous permet de traiter un grand volume de données qui n'était pas possible de faire humainement avant et qui nous propose des cas d'usage qui n'étaient pas possibles avant. Waze en est un très bon exemple. Donc, je pense que la grosse différence, c'est effectivement de se dire, là où avant, on pouvait mettre des mois à construire une application, là, ça peut être fait plus vite. Pour autant, se poser toutes les questions. Et ça, je pense que Data for Good travaille beaucoup aussi sur des outils qui permettent d'identifier ça, de questionner, OK, quand j'utilise une solution de LLM, avec quelle électricité fonctionne cette solution? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau qui est utilisée pour refroidir les serveurs? Où est-ce que sont hébergées mes données? Enfin, je pense qu'il y a déjà des guides et des frameworks très concrets qui existent pour répondre à ces questions. Et désolée, je simplifie un maximum aussi. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais voilà, je pense que c'est quelques billes qui peuvent aider à se poser ces questions-là. Et je pense que voilà, Green IT propose plein de ressources, Data for Good aussi, il y a notre programme IA for Good, donc vous pouvez. Je pense que c'est vraiment un sujet très important de se dire en fait, c'est un changement fondamental et en tant que citoyen, on doit être au cœur de ces décisions. C'est pas d'autres personnes qui doivent les prendre pour nous. Et donc je pense que c'est de notre responsabilité de se former sur ces questions-là. Oui, ça va prendre du temps. Oui, on aimerait s'en passer et faire autre chose, mais ça me paraît vraiment essentiel de dire que on peut pas passer à côté. Et c'est pas un choix binaire, c'est pas oui ou non. C'est non parfois, c'est oui dans certaines situations. Merci Marie. Frédéric, je te laisse rebondir. Vous, comment vous accompagnez les entreprises sur ce sujet? J'ai vu qu'il y avait une question notamment sur les formations. C'est ce que vous proposez. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Oui, alors je vais répondre plus globalement à ta question, sans faire la publicité entre guillemets de la formation. J'ai mis un lien, les gens iront voir. C'est pas la seule, etc. Il y a aussi effectivement la bataille de l'IA et d'autres dispositifs qui sont très intéressants et complémentaires. Moi, ce que je vois en fait, dans les projets qu'on accompagne, on en accompagne un certain nombre et certains assez structurels, par exemple dans des grands médias, où ils ont déjà identifié, par exemple, une grande chaîne de télé qu'on va accompagner a déjà identifié 24 cas d'usage concrets, réels dans l'entreprise, de la génération de spots télé à plein d'autres trucs. Et donc, on les accompagne là-dessus. Donc, on a aussi du retour d'expérience très concret. Et dans ce cadre, ce que je note, c'est qu'il y a toujours un peu un même processus en 3 points qui fonctionne plutôt pas mal. Le premier, c'est celui qu'évoquait Marie, c'est se former. Parce que ça permet de pas perdre de temps, d'éviter de faire des erreurs. On gagne du temps et de l'énergie et des ressources, en fait, concrètement. Donc, je pense qu'il faut effectivement se former. Il n'y a pas beaucoup de formations. Elles sont pas toutes top, mais je pense que si on se forme sur la problématique de l'IA responsable, frugale, etc., on gagne du temps, de l'énergie et du budget, quoi. Après, il y a quelques guides de bonnes pratiques qui sont tournés vers l'IA frugale, donc ils sont vraiment imparfaits, mais c'est les premières versions, donc il faut leur laisser le temps de maturer. Il y a l'AFNORSPEC, il y a Frugal, il y en a d'autres, évidemment. Donc je pense qu'aussi s'appuyer sur le travail qui a déjà été fait par d'autres pour identifier des bonnes pratiques à déployer, ça fait sens. Et après, le troisième point, c'est parmi les outils essentiels pour arriver à déployer une IA qui fait sens, qui contribue à réduire des impacts, à améliorer la condition humaine, etc. C'est vraiment du jus de cerveau, c'est du bon sens, c'est le bon sens paysan qu'évoquait Baptiste, et puis le côté pragmatique qu'évoquait Marie. C'est aujourd'hui, on est au début de l'histoire et donc on n'a pas une boîte à outils complète, mature, pour répondre à notre questionnement de déploiement d'une IA qui serait globalement responsable. Et donc, c'est nous tous qui construisons en fait cette boîte à outils et qui va finalement progressivement converger vers des outils de référence. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que on vous donne aujourd'hui avec Marie et Baptiste les 4 outils de référence absolus qui vont vous permettre, il faut que vous vous appuyez aussi sur ce que vous savez du développement durable, ce que vous savez de votre métier, ce que vous comprenez de l'IA, et puis que c'est vraiment beaucoup de bon sens, quoi. Merci Frédéric. Est-ce que Baptiste, tu veux compléter? Alors, je vais faire ça très très rapide, mais je vais prendre un axe plutôt sur l'innovation en tant que telle. C'est effectivement il y a du jus de cerveau, il y a le métier, voilà, c'est très pragmatique. On le redit encore une fois, mais je pense que on est tous les trois d'accord là-dessus pour vous repartager encore une fois. Et donc là-dedans, il faut avancer avec méthode et agilité.
Voilà, je m'arrêterai à ça. C'est des mots un peu fourre-tout, mais on en a parlé au début quand je vous parlais des méthodologies SaaS qui ont été développées 10-15 ans pour développer tous les produits et ce que l'IA implique. Voilà, pour réduire un sentiment de chaos, un état de chaos, il faut avancer avec méthode pour tendre à objectiver ses décisions d'un point de vue rationalité, je dirais, d'usage et également en cible les externalités qu'elles vont pouvoir procurer. Donc, vous entourer aussi est très important, mais c'est vous qui connaissez le métier. Donc, entourez-vous de gens qui peuvent encadrer un peu cette démarche. Mais le métier, c'est vous qui l'avez et qui avez la plus forte conviction de savoir si ça a du sens ou pas développer ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité. Frédéric? Ah, ton micro. Vas-y. En 5 secondes, il faut mettre la pression aussi aux fournisseurs d'IA comme aux fournisseurs de cloud pour qu'ils nous fournissent des données fiables, transparentes, ouvertes, nous permettant de calculer les impacts des solutions. Vraiment, ne perdez pas aussi ce point de vue, c'est-à-dire que tant que Mistral, OpenAI ou les autres ne nous fournissent pas des données fiables et transparentes d'impact, c'est vachement dur de savoir si on augmente ou si on baisse des impacts. Et donc, mettez-leur la pression. On a besoin que tout le monde mette la pression à ces acteurs. Voilà. Et évidemment, à la société civile, donc demandez à vos représentants politiques, littéralement, de voter des lois qui obligent ces acteurs, alors sans entraver l'innovation évidemment, mais qui les obligent à un minimum de transparence pour qu'on puisse savoir si ça augmente ou si ça baisse les impacts. C'est vraiment important aussi cette dimension-là. Merci, tu as raison de souligner ce point essentiel. J'ai juste rajouté un élément qui nous tient à cœur chez Ma Petite Planète par rapport à comment aborder les choses. Pour nous, c'est très important et je pense que sur la plupart des enjeux, c'est le cas, de mobiliser en fait, d'essayer de mobiliser un maximum toutes les équipes dans ces réflexions et du coup, en fait, nous, concrètement, j'en parlais en introduction, on propose un challenge de défi écologique et donc nous, on est vraiment un outil de mobilisation des salariés. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi une question dans le chat par rapport à ça. Il y a des défis numériques, il y a des défis technologiques, il y a des défis spécifiques maintenant sur l'IA au sein de Ma Petite Planète. Et donc c'est une façon d'embarquer tout le monde dans ces enjeux. Donc, il y a un défi qui est concrètement se renseigner sur l'impact de l'IA et se poser la question de l'usage que l'on en fait professionnellement et se demander si oui, ça vaut le coup d'utiliser l'IA pour cet usage-là. Donc, c'est ce que vous expliquez avec les différents exemples, mais il y a quand même beaucoup de cas sur lesquels on prend malheureusement maintenant le réflexe d'utiliser l'IA alors que ça ne sert à rien. C'est un peu l'exemple du bazooka pour la mouche, mais en fait, la plupart du temps, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'IA, et donc c'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer dans certains défis et d'expliquer massivement à tous les salariés. Donc pour nous, c'est essentiel de faire cette démarche auprès de tous les collaborateurs, collaboratrices d'une structure, parce que c'est un sujet qui est transverse à beaucoup d'équipes. Et donc, en tant que personne à la tech ou personne à la RSE, vous pouvez porter ces sujets via différents outils, en formant, en sensibilisant un maximum de personnes. Alors, je vous propose qu'il reste assez peu de temps, mais on peut prendre des questions dans du chat avant de conclure le webinaire. Est-ce que je vais remonter. Il y a eu plusieurs questions. Je ne sais pas qui veut. Avez-vous des bonnes pratiques ou études? Donc là, qui expliquent comment réduire son impact. Donc c'est un petit peu ce que l'on a expliqué. Pareil pour les formations. Il y a une question intéressante. Est-ce que donc il y a des exemples positifs d'utilisation de l'IA, mais en quelle mesure cela vient en substitution, en addition par rapport aux impacts environnementaux actuels? Je pense que c'est un énorme enjeu, effectivement. Est-ce que, je ne sais pas si Frédéric, tu veux répondre ou quelqu'un par rapport à ça? Souvent, malheureusement, les empreintes s'accumulent. Je ne sais pas est-ce que c'est le cas pour l'IA?
Moi, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question si on a un effet de substitution qui serait donc positif ou d'accumulation, hein, donc d'ajout. Par contre, ce que je note, c'est qu'il y a un effet d'accélération, c'est-à-dire qu'on fait plus vite et on pourrait se dire que comme on fait plus vite, on travaille moins, mais on vit dans un monde où, comme on fait plus vite, on fait plus vite plus. Et donc, a priori, dans l'absolu, mais c'est juste un raisonnement logique, je pense que l'IA va contribuer à accélérer encore les flux et la quantité de travail qu'on fournit plutôt que de passer de 35 à 25 heures par semaine, quoi, concrètement, en l'état actuel. Par contre, elle a un potentiel de nous amener et de nous aider à tendre vers une société où on libère du temps, hein. Mais voilà, c'est la seule réponse que je saurais faire sur ce sujet. Et ouais, on est sur la question de la mesure et toute la complexité qui est associée. Quand je reprends mon exemple du bâtiment durable sur lequel on travaille actuellement, quand ce sera vraiment live, il va falloir, nous, dans notre bénéfice environnemental, soustraire les impacts de ce qu'on a développé pour voir si on est vraiment dans le positif. Et donc là, eh ben, vous imaginez bien que c'est pas juste une soustraction. Ça va être complexe. Donc, mais c'est tout l'enjeu effectivement de tendre à objectiver à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise et à l'échelle des législateurs d'imposer effectivement aux fournisseurs de nous donner des éléments de compréhension pour qu'on puisse prendre des décisions en adéquation par rapport à ça. Merci. Il y a une autre question qui était sur, hop, je remonte, je l'ai perdu, sur les outils européens. Est-ce que c'est plus responsable éthique, écologique d'utiliser des outils européens plutôt qu'américains? On ne sait pas. Ouais, je veux dire, objectivement, on ne sait pas répondre ça. C'est impossible de savoir. C'est comme quand vous voyez une requête ChatGPT, c'est 10 fois plus d'impact qu'une requête Google. Bullshit, on ne sait pas. En vrai, ce niveau de détail, on ne sait pas. Par contre, en termes de souveraineté et d'autres aspects, peut-être éthiques, etc., ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que j'utilise Mistral ou est-ce que j'utilise OpenAI? Tout à fait. Ouais, très aligné avec tout ce qui a été dit. Ok. Il y a une question sur les SLM. Peut-être que c'est intéressant d'expliciter maintenant que effectivement il y a plusieurs modèles. Je ne sais pas qui veut prendre, peut-être Baptiste, on en avait peut-être parlé quand on préparait le webinaire. Je ne sais plus si c'était avec toi, c'était pas avec toi. Voilà. En tout cas, il y a une question sur les SLM vs LLM. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Mécaniquement, enfin, je fais vite, hein, je laisse la parole aux autres après, mais mécaniquement, SLM, c'est Small Language Model versus les LLM, Large Language Model. Et donc, mécaniquement, plus on a des petits modèles dédiés à une problématique précise sur un jeu de données très fiable et précis, et moins la phase d'entraînement est importante, et moins aussi la phase d'inférence va être coûteuse. Et donc, si on peut aller vers des plus petits modèles de langage plus adaptés au contexte professionnel qu'on souhaite traiter, probablement que ça va contribuer de façon significative à réduire la quantité de ressources informatiques nécessaires pour répondre à la question. Et il y a une question du coup qui est complémentaire avec les TRM, mais j'imagine que la réponse est un peu similaire. Alors là, TRM, je ne connais pas pour le coup de mon côté. Il me semble que c'est les modèles qui sont encore plus petits. Donc, okay. A priori, ça fait sens. Après, si on fait 5 fois une requête parce qu'on utilise un trop petit modèle qui nous retourne, c'est toujours la même problématique, hein, une réponse pas satisfaisante, il est parfois probablement plus judicieux de ne faire qu'une seule requête sur un modèle un peu plus large, mais qui répond tout de suite à notre demande. Et c'est là que c'est une question avec une réponse sans fin, quelque part. Oui, j'ai partagé dans le chat un outil qui s'appelle Ecologit. Comme tu le disais, Frédéric, en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable, sur tous les aspects
de calculer l'empreinte environnementale à 100%, et donc c'est des estimations. Mais en tout cas, c'est un petit site et vous pouvez faire des tests de j'envoie un mail avec tel outil ou tel outil, je fais une requête sur tel outil ou tel outil, ça vous donne des ordres de grandeur. Encore une fois, à pas prendre à la lettre parce que ce serait faux. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs, on pourra vous partager des ressources qui travaillent sur ces sujets, qui expliquent pourquoi est-ce que justement on n'a pas des données fiables, et d'où le message de Frédéric d'aller pousser pour qu'on puisse en avoir. Mais en tout cas, ça peut être des petits outils qui vous donnent un peu des idées de effectivement quelle est la différence si vous utilisez le chat GPT version gratuite ou si dans la version payante vous êtes sur le 5, O1, etc. ou si vous êtes sur Gemini. Voilà. Merci. C'est Sacha Luccioni derrière? Exactement. Oui, c'est bien Ecologit. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est sur le modèle, quoi. Donc, c'est très intéressant pour arbitrer d'un modèle à l'autre. Mais ça ne nous dit pas beaucoup sur les impacts. Mais c'est effectivement une bonne ressource intéressante. Ouais, tout à fait. C'est très circonscrit à un périmètre. Ouais. Merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une question encore. Vous pouvez la poser directement dans le chat, ou je ne suis pas sûr que vous pouvez ouvrir vos micros. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, Christian, dans le chat. Bernard Mathieu. Okay. Bernard Mathieu, oui, si vous pouvez prendre la parole. Allez-y. J'avais une question, si vous permettez. Oui. Baptiste évoquait les solutions développées avec l'IA générative. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dette technique, de développer très vite, mais des outils qu'on ne peut pas maintenir, qui passent à l'échelle quand on a de la chance, qu'on ne sait pas documenter? Et est-ce que ce n'est pas des bombes à retardement qu'on développe là et je ne parle pas des failles de cybersécurité ou des impacts environnementaux. Il y a des enjeux de gouvernance qui permettent de mettre quelques garde-fous, d'édicter des bonnes pratiques au sein des gros cabinets, mais on voit effectivement, je pense, la nouvelle génération de développeurs se complaît beaucoup à utiliser ces outils pour coder. Je pense à Cursor, je pense à Surf, etc. Et moi, je me pose la question de savoir où est-ce que ça va, quelle garantie on a par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, il y a un effet waouh c'est magique, mais est-ce que c'est des applis qu'on peut maintenir? Est-ce que c'est des applis qui sont documentées? Est-ce qu'on peut s'en porter garant? Est-ce que les passages à l'échelle sont complètement maîtrisés? Moi, j'ai rencontré un développeur la semaine dernière qui a développé un site avec un environnement low-code, et en fait, il m'a dit tout était à refactorer, quoi. Franchement, je vais laisser Baptiste répondre, mais parce qu'il faut qu'on avance aussi, je me permets. Mais franchement, moi, j'ai des retours qui sont très contrastés. Avec parfois, c'est franchement plus clean ce qui est généré par l'IA. C'est vraiment, c'est clean, c'est propre, c'est maintenable, c'est documenté, et parfois c'est catastrophique. Et donc aujourd'hui, ça dépend beaucoup de comment on utilise, quelle IA pour générer le code, etc. Mais c'est vraiment contrasté. Il y a des contextes où le travail de l'IA est parfois nettement meilleur que le travail d'un humain, et inversement. Donc ça mérite de s'y intéresser sérieusement. Merci. Même constat que Frédéric. Je ferai la comparaison par rapport à si vous devez faire un communiqué de presse. Il va sûrement vous faire un truc très bien, mais qu'il faut tout en revoir. Donc, il va vous augmenter plus que le faire pour vous, et donc on en est encore là. Donc, c'est intéressant, mais c'est toujours à la main de l'humain. Merci. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet aussi qui est que ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, les très bons développeurs qui arrivent à se l'approprier, ils arrivent vraiment à bien l'utiliser. Et en fait, ça demande quand même une très bonne maîtrise des notions de base. En fait, on ne peut pas jumper d'un coup. Et donc, en fait, ça questionne vraiment ces compétences-là. Et nous, on avait un petit peu échangé avec Théodo. Il nous disait justement que vraiment sur le code, sur tout ça, il n'y avait pas de formation qui existait. Donc, ils vont lancer eux-mêmes une formation, et qu'en fait, c'était toujours un peu la même chose. Les early adopters, c'est ceux qui sont déjà très bons. Et du coup, le risque, effectivement, c'est que si tu fais des prompts et que tu ne sais pas, tu vas supprimer, effacer des choses. Et donc, effectivement, il peut y avoir, je pense, beaucoup de risques pour des personnes qui peut-être sont juniors ou assez éloignées de ces sujets. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur
le métier du développeur qui change avec ces outils-là et qui n'est plus dans l'écriture du code, mais qui est effectivement dans toute la préparation en amont, des specs, beaucoup de choses qui sont implicites. Donc, je pense qu'au contraire, ça va nous obliger à expliciter beaucoup de choses qui sont aujourd'hui beaucoup dans la tête des développeurs, des PO, PM, etc. Ouais, et puis peut-être pour boucler, moi j'ai vu récemment une démo où je pense que on ne sait pas encore exactement comment tous ces outils fonctionnent, c'est des boîtes noires même pour leurs créateurs, hein. Et j'ai vu une démo récente d'un très bon dev qui a hacké un petit peu un de ces outils et qui injecte des fichiers JSON avec c'est un ensemble de prompts structurés en JSON, donc en langage informatique pour le dire de façon caricaturale. Et franchement, il arrive en quelques minutes à générer un programme qui est vraiment, mais c'est ultra clean ce qu'il y a derrière, quoi, vraiment. Donc je pense que la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on va apprendre de ces outils, de leurs capacités, et comment on va apprendre à prompter, mais pas juste écrire un texte dans l'interface homme-machine, parce que c'est même plus ça le sujet. C'est comment on va structurer des générations automatiques, parce que c'est ça qui est en train de se profiler. On va générer automatiquement des outils, des données. La question de comment nous, les êtres humains, on utilise l'IA dans le monde du développement, c'est presque un détail de mon point de vue par rapport à ce qui est en train d'arriver, qui est on va générer automatiquement des tas de trucs, quoi. Et là, ça fait une sacrée quantité de contenu numérique supplémentaire, quoi, concrètement. Merci beaucoup. Je propose de conclure. On a légèrement dépassé notre timing, mais c'était très intéressant. Merci tout le monde et merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Il y avait pas mal de monde connecté, donc on est très contents. On va vous envoyer, il y a eu pas mal de questions dans le chat, on va vous envoyer les différents liens qui ont été partagés, la rediffusion aussi du webinaire là, qui a été enregistré. Et si vous avez des questions encore à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, il y aura un message pour tout vous expliquer. Et il y a aussi un lien qu'on a passé dans le chat pour un formulaire de satisfaction, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit depuis le début, notamment à Cheval du Planète, mais ça marche, je pense, pour beaucoup de structures, d'avoir vos retours. C'est très important pour nous. Donc, si vous pouvez y répondre, ça serait parfait, notamment pour savoir ce qui vous intéresse par ailleurs comme autre sujet à développer dans des webinaires similaires. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal d'apprentissage et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore Baptiste, Marie, Frédéric pour vos interventions et votre participation. Merci infiniment à tous et à toutes. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et Merci, au revoir tout le monde. Pour l'organisation, Christian et Maria. Ouais, merci MPP pour tout, super. Ouais. Très chouette. Merci, bonne journée. Bonne journée. Vous voulez rester pour débriefer rapidement ou pas? Oui. Welcome. Il faut couper l'enregistrement par contre, ça vous fera du montage en moins. Exactement, j'attends, mais c'est pas moi qui n'ai pas la main dessus. Ah, ok. Mafé va pouvoir le faire. J'essaye. C'est toi Mafé qui a la main dessus. Ah si, je peux. Attends, vas-y. Je peux. Ouais,